91%. Écoutez bien, 91%. C'est le pourcentage de personnes noires qui se disent victimes au quotidien du racisme en France. Ces chiffres publiés le 15 février 2023 sont fournis par le Conseil représentatif des associations noires en collaboration avec Ipsos. En 2007, ce chiffre était de 56%. Selon le sociologue Sébastien Rocher, ces 20 dernières années, la police française est celle qui a tué le plus de citoyens en Europe. Force est donc de constater que les inégalités et les discriminations s'accentuent. Pourtant, des voix se sont levées pour lutter contre ces injustices sociales. En décembre 1983, par exemple, une marche historique pour l'égalité et contre le racisme qui a débuté à Marseille arrive dans les rues de Paris avec des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi assistons-nous encore à cette recrudescence des inégalités dans la société française? La principale préoccupation qui nous réunit ce soir, c'est de réfléchir sur comment transmettre les idéaux de justice sociale à la nouvelle génération. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette table ronde organisée par Kaina TV et diffusée en direct depuis la petite scène du théâtre Jean Villard. Je suis Islam Deguenou, journaliste à Kaina TV, et j'ai l'honneur de co-présenter cette table ronde avec la brillante Hope Manaté. Hope, bonjour. Bonsoir Islam, je veux dire bonsoir. On peut dire bonjour aussi, hein, c'est pas grave. Et bonsoir à tous. Désolée, on est un peu de dos. On va faire avec. Donc, en effet, comme tu disais, tout au long de cette émission en direct d'1 h 30, nous réfléchirons sur comment assurer que cet esprit d'engagement soit porté par la nouvelle génération. Et pour pouvoir répondre à nos questions, plusieurs invités sont avec nous ce soir. Il y a notamment Monsieur Tarek Kautari, je regarde de tard, mais c'est Tarek Kautari, qui est militant associatif. Il y a également Zouina Medour, qui a fait le plaisir d'être avec nous, qui est militante des quartiers. Nous avons également Tar Akermi, animateur et également président de l'association Art et Culture. Et nous avons également le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Meshmash, qui est président du collectif Assez le Feu et une personnalité importante dans les quartiers populaires. Tout à fait, tu as raison, Hope. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de jeunes ici. Cette émission, on est à Kaina TV. Vous pouvez même, si vous voulez, venir me remplacer. C'est pas grave, parce que c'est le média de tout le monde. On n'est pas à BFM TV, on n'est pas à TF1. C'est calme, détendez-vous. Ça va se passer très bien. Les jeunes, on viendra à un certain moment vous donner la parole pour vous permettre aussi de poser la question aux aînés, parce que c'est un échange, c'est une discussion. C'est pas les émissions de blim blim, quoi. Vous voyez. Donc ça va se passer bien entre nous. On viendra à un certain moment. Vous posez des questions. Vous pouvez les bousculer. Ils sont là pour vous répondre. Donc voilà, c'est ça. C'est comme ça va se passer. Je te laisse la parole, Hope. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question, qui est plutôt d'ordre introductif. C'est une question assez subjective qu'on se posait avec Islam. Selon vous, quelle est votre représentation de la transmission? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Tarek, je vais commencer par toi. Akli plutôt parlait de la mémoire, que c'est ce que tu voulais mettre en avant à travers la transmission, la mémoire des luttes des quartiers. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? C'est bon? Pourquoi tu m'as posé le premier la question? C'est moi la grande gueule ici, c'est ça? Parce que... C'est moi le plus ancien, voilà. Ok, d'accord, j'accepte. Pourquoi? Pour pas recommencer les mêmes conneries, c'est tout. Voilà. La mémoire, c'est pour dire que il y a des gens qui réécrivent l'histoire. Vous êtes abreuvé, ta génération, vous êtes abreuvé de trucs de réseaux sociaux, tout ça, etc., de trucs TikTok, il faut faire vite, Instagram, 1 minute, tu peux pas... Comment tu peux exprimer une idée en 1 minute? Donc voilà. Voilà. Et donc, vous avez cette histoire. Nous, j'ai l'habitude de dire, on n'est pas les troubadours de notre propre histoire. Ça veut dire que dans les quartiers, il y a une histoire qui s'est passée. Il y a beaucoup de choses. Les quartiers ont une histoire, les quartiers ont une mémoire. Et cette mémoire, elle a l'impression, tu sais, symboliquement, à travers la rénovation urbaine, quand on descend un bâtiment, c'est une manière de raser une certaine mémoire. Tu vois, c'est pas fait exprès pour ça, mais c'est une image symbolique comme ça. Mais les gens dans ces quartiers se sont battus
se sont battus pour la veuve et l'orphelin, se sont battus pour la cause de la justice, se sont battus pour la cause de la liberté, la cause de l'égalité, contre le racisme, se sont battus, même les gens qui ne savent pas, par exemple, la mémoire pourquoi faire, par exemple, j'ai donné un exemple précis. Quand on va, s'il y a quelqu'un qui est contrôlé, quand tu vas dans un commissariat, il a droit à un avocat à la première heure, on est d'accord? Oui. Bon, il y a très peu de monde qui savent que c'est issu de luttes de quartier. C'est des gens des quartiers qui se sont battus pour que chaque citoyen de France, français, étranger, enfin, n'importe, chaque citoyen, noir, blanc, arabe, que tu veux, jaune, machin, nanani, que lorsqu'il va dans un commissariat, il a droit à un avocat parce qu'il y a des gens qui avaient subi des préjudices dans des commissariats bien avant, et que la suite de la mort d'un jeune qui s'appelle Aïssa Hitch, le 28 mai 1991, dans un commissariat à Mantes-la-Jolie, il y a des gens qui se sont battus, qui ont dit c'est pas normal, qu'ils ne puissent pas avoir accès à un avocat, qu'ils ne puissent pas avoir accès à un médecin, parce qu'à l'époque la loi n'était pas comme ça. Et comme son avocat, qui s'appelle Maître Henri Leclerc, qui était à l'époque vice-président ou président de la Ligue des droits de l'homme, et il était son avocat, donc on a commencé à parler de ça, et en même temps il y avait le changement du code pénal. Et donc cette lutte, parce que d'habitude on a dit ah c'est communautaire, ils se battent que pour eux et tout. Bon voilà, c'est une lutte qui a été menée par des galériens, des gens sans rien, des gens qui n'avaient pas les moyens, sur cette question-là, tu vois, et qui se sont battus pour obtenir que chacun de nous puisse avoir une... Bon voilà, c'est une réponse. Oui, c'est une très bonne réponse, merci. Tarek. Merci. Je me tourne vers toi, Tahar, cette fois-ci. Donc avec Tarek, on parlait plus de la mémoire, et toi, je suppose que, étant donné que tu es président d'association et que tu travailles beaucoup avec les jeunes, autour des jeunes, il y a aussi l'aspect de la valeur, des valeurs qui sont importantes dans la transmission, en dehors de la mémoire. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut transmettre? Bonsoir à tous. Juste pour rectifier, je ne suis pas président de l'association. Je suis l'animateur de l'association. Bon, ce n'est pas très grave, c'est un détail. Les valeurs. Je prends un exemple, ça va vous expliquer un petit peu. Pour que les jeunes générations puissent prendre conscience, de la réalité, de ce qui se passe autour d'eux, on se rend compte que, notamment dans les quartiers, prennent conscience que la France, ce n'est pas aussi que leur quartier. C'est aussi, il faut sortir aussi de son quartier. Ça, c'est très important. D'où la nécessité, nous, dans nos actions, de mettre en place des actions, des activités qui leur permettent d'aller découvrir au-delà de leur quartier. De sortir, bien évidemment, pratiquer des activités au sein du quartier, c'est très important, tout ce qui est activité de proximité. Mais ces valeurs-là, nous, en tous les cas, pour ce qui concerne notre association, nous, il y a une action qui nous tient vraiment à cœur au sein de notre association et qui nous semble importante parce qu'on s'en rend compte, on verra plus tard, je ne sais pas si les collègues partagent cette vision. Il a dit quelque part, Tariq, que la jeune génération qui arrive aujourd'hui, elle est complètement déconnectée on va dire, de la réalité. On ne va pas jeter la pierre à tous les jeunes, mais beaucoup de jeunes sont déconnectés. Mais ils sont connectés à une autre réalité qui est le tactile, on va dire, le virtuel. Et la meilleure façon de les ramener à cette réalité, c'est de rencontrer des personnes, comme ce soir, nous, on a la chance de le faire. En tout cas, les personnes qui sont là, ils ont la chance de le faire, de pouvoir rencontrer des personnes qui peuvent nous raconter un peu l'histoire de ce pays, l'histoire de leur trajectoire, l'histoire de leurs parents. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Mais on ne va pas en permanence rabâcher les choses. Ce qui est important, c'est aussi les aider à, justement, parler de valeurs, c'est de les aider à se projeter dans l'avenir. Et se projeter, quand je vois aujourd'hui les jeunes de 13-14 ans, se projeter dans l'avenir, c'est hyper compliqué, quoi. Hyper compliqué. Alors, nous, on a mis en place une action qui marche, à peu près. Donc, nous, on vient de Lunel. Vous connaissez un petit peu l'histoire sombre, malheureusement, de cette ville, qui a traversé depuis 5-6 ans, à peu près. Il y a 5-6 ans, bon, c'était pas que Lunel, mais c'est vrai que nous,
Je ne sais pas pourquoi les médias ils se sont jetés sur nous. On a l'impression qu'on avait quelque chose à leur donner. Mais bon, il se trouve qu'il y avait une réalité. On avait un certain nombre de jeunes qui sont partis en Syrie. Et moi, personnellement, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui nous arrive là? Pourquoi ça nous tombe comme ça sur la tête du jour au lendemain? Et je commençais à me poser des questions. Je me suis posé des questions, mais c'est important aussi de poser des questions à l'autre. Moi-même, en tant que professionnel, j'ai posé des questions autour de moi. J'avais personne, mais quand je vous dis personne, pour répondre à ces questions. Pourquoi nos jeunes se sont retrouvés là-dedans? Personne n'était en capacité de répondre à ces questions. Comment vous voulez qu'un jeune qui a 14 ou 20 ans puisse se projeter dans l'avenir? S'il n'y a pas d'adultes, des référents qui peuvent le projeter vers l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on a mis, nous, cette... et quand je vous dis, j'insiste sur le personne parce que ce soit les politiques, les religieux, les parents, les familles, alors encore plus les familles qui ont été touchées directement, c'était encore pire. Ils ne voulaient surtout pas parler parce qu'ils étaient aussi montrés du doigt et que c'était eux les problèmes. J'ai eu la chance de trouver 2 sages, mais vraiment 2 sages. Il y en a un qui avait 75, l'autre il avait 82 ans. Les 2 plus courageux qui se sont mis autour d'une table, autour d'un thé, et on a discuté, on a dit mais c'est quoi ce problème? Et on a commencé à discuter. 1 fois par semaine, on se rencontrait. Et puis on était 3, 4, 6, 10. Le cercle s'est grandi. Ceux qui veulent voir cette belle histoire, elle a été écrite par... en tout cas, c'est nous qui l'avons écrite, mais elle a eu lieu d'un reportage qui est passé sur France 3. Elle nous a suivis pendant 6 mois. Un travail qui a donné un super documentaire, donc télévisé, qui passait à la télé. Et justement, cette relation d'adulte aux plus jeunes. Et pour nous, c'était important que la jeunesse puisse se poser un certain nombre de questions, les renvoyer aux anciens et qu'ils puissent avoir cet échange avec les plus anciens. C'est un peu le lien intergénérationnel dont tu parlais. C'est ça. Et récemment, je pense, on t'avait eu au téléphone pour la table ronde et tu parlais du lien intergénérationnel. Ça peut être très intéressant d'en parler peut-être un peu plus tard lorsqu'on parlera des actions que vous avez mises en place. Avant ça, j'aimerais juste peut-être avoir l'avis de Zouina et de Mohamed sur la question de la transmission. Donc Zouina, selon toi, comment définirais-tu la transmission ? La définition, alors moi je dirais la transmission, c'est effectivement c'est un message, une histoire qu'on fait passer à d'autres. Mais au-delà d'une histoire, pour moi ce qui est important, c'est aussi le modèle. C'est d'avoir des modèles, d'avoir des adultes référents qu'on voit, qui agissent, comment ils agissent, quelles sont leurs méthodes. Parce que c'est autant le récit d'une histoire que la manière dont on porte cette histoire, la manière dont on la conduit, la manière dont on s'implique. Tout à l'heure, je vais reprendre Tarek quand il disait, il y en a qui disent oui, il faudrait faire la maison, et puis il y en a qui, ils y vont en fait. Ils disent pas, il faudrait faire la maison. C'est on y va et comment on fait pour fabriquer la maison. Voilà, c'est ça, c'est le modèle. Et comme on est sur la question des jeunes et comment on transmet, je vais le raconter à travers une anecdote qui m'est personnelle, mais que je vais partager avec vous. Parce que les modèles, pour moi, ce sont des figures inspirantes. Moi, c'est ce qui m'a en tout cas donné envie de m'engager, de rencontrer des gens qui me ressemblent, dont les causes me parlent et qui font qu'à un moment donné, ma curiosité s'éveille de plus en plus et me donne envie d'aller voir ce qui se passe pour finir par tomber dans le bain et de ne plus jamais lâcher. Voilà, ça c'est mon histoire. Et dernièrement, moi j'ai 2 enfants, ils sont grands aujourd'hui. Et je vais raconter le parcours de mes 2 enfants, puisqu'on a beaucoup de jeunes ici. Et tout est possible à partir du moment où on en a envie, où on le désire. Et il ne faut pas laisser les autres nous enfermer dans le fait qu'on ne pourrait pas faire. Ça, c'est important, c'est un message que je veux passer aux jeunes. Allez-y, en tout cas. Intéressez-vous. Fix disait, mon histoire, c'est une histoire de rencontre. Et à un moment donné, j'ai voulu savoir, j'ai voulu comprendre. Parce que pour transmettre, moi je peux transmettre, je suis un émetteur, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui a envie de recevoir le message. Et donc il y a une part de travail à faire de part et d'autre en fait, entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Et donc la petite anecdote sur mes enfants, moi j'ai ma fille qui était gamine déjà à l'époque du collège, qui disait moi j'ai envie d'être avocate, et comme c'est dans l'air du temps, avocate en droit des affaires pour gagner beaucoup d'argent.
Parce que c'est un peu le message qui est renvoyé dans la société. Pour pouvoir exister, pour être quelqu'un, pour être reconnu, il faut des sous. Voilà. C'est Momo, à un moment donné, qui parle de ça. Et qui dit l'argent, en fait, c'est pas la valeur prioritaire. Donc je reviens, y compris sur tous les petits portraits que vous avez vus, parce qu'ils disent tout, en fait, de l'essentiel. Vraiment sur chapeau sur, en tout cas, ces montages, parce que les choses sont posées. Et donc ma fille, c'était droit des affaires. Ok, pourquoi pas, droit des affaires. Moi, tant que tu veux être avocate, c'est ton projet, vas-y. Et puis de temps en temps, parce que voilà, mon mari et moi, Rachid est là dans la salle, on a toujours milité, on a toujours été actifs et on les a toujours embarqués avec nous. Et puis à la maison, quand on parle, on parle de ce qu'on fait, de comment on milite. Et puis ils rencontrent tous les gens du réseau, les militants. Enfin voilà, donc ils sont baignés dans le milieu. Et ma fille, de temps en temps, me disait, oui, je m'occuperai peut-être un peu d'un sans-papier si tu veux pour t'aider. Mais vraiment, pas plus. Parce que moi, je veux faire de l'argent. Bon. Et au final, nous, on n'a jamais intervenu sur ses choix. Hein, ce sont les siens et qu'elle aille au bout, en fait. Aujourd'hui, elle a rejoint un grand cabinet, elle est dans le pénal. Et elle s'occupe justement que voilà, de personnes, à un moment donné, qui ont eu un parcours chaotique et qu'il faut défendre. Et elle se décarcasse. Ça, c'est pour ma fille. Pour dire qu'il reste quelque chose de la transmission qu'on n'a pas pensé, mais que les enfants prennent. Parce qu'ils ont des modèles inspirants et référents qui posent la question du sens. Pourquoi on est là ? Pourquoi on fait les choses ? C'est quoi, du coup, l'objectif qu'on vise ? Est-ce que c'est que pour soi ou est-ce que c'est dans l'intérêt général ? Et là, je rejoins et je partage. Pour moi, la question, c'est le collectif. Individuellement, je ne crois pas à ces avancées. Moi, je ne crois qu'au collectif. Donc ça, c'est pour ma fille. Et mon fils, alors lui, c'est un vanneur comme beaucoup de jeunes. Et à chaque fois, il me dit, mais à quoi ça sert de faire ça ? Mais vous allez pouvoir rien faire. Les institutions sont plus fortes que vous. Ça rime à rien vos trucs. Mais bon, c'est pas grave. Et il se moquait de nous, parce qu'à chaque fois qu'on allait quelque part, on allait dans un quartier. Il dit, mais vous n'avez pas d'autre destination dans votre vie, à part d'aller dans les quartiers ? Enfin voilà, ça c'est mes enfants. Et dernièrement, parce qu'il a pris son indépendance il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, c'est vraiment récent. Et là, il nous envoie un message. Et dans son nouvel appartement, tout neuf, qui vient juste d'être construit et tout, à un moment donné, il y a une locataire qui met un mot dans le hall et qui se plaint parce que je crois qu'ils ont trouvé un sac avec les restes de McDonald's, en fait. Et donc, elle se plaint en disant, mais voilà, les jeunes sont dégueulasses, regardez ce qu'ils ont fait, il faut faire quelque chose. Lui descend, il écrit une lettre qu'il la pose. Et en fait, le bâtiment, il est tout neuf, mais il est encore avec des cartons partout, l'ascenseur, il est en panne, les poubelles sont jamais ramassées, c'est vraiment, ça va pas. Et donc, il fait une lettre qu'il pose, et en fait, il ramène les locataires sur le vrai enjeu. Pas la question des jeunes, de savoir qui c'est qui a laissé son sac de McDo. C'est regarder où on vit, regarder les charges qu'on paye, regarder comment ça se passe, et vous avez vu que le sac de McDonald's, vous n'avez pas vu le reste. 3 jours après, c'est ce qu'il raconte, parce qu'on a un petit WhatsApp famille, et on parle régulièrement de chacun de nos histoires. 3 jours après, tout est nettoyé dans l'immeuble. Donc en fait, la lettre qu'il a posée a provoqué une réaction. Et quelques temps plus tard, il est allé encore plus loin, parce que du coup, ça a fait réfléchir les locataires. Il a mis en place un groupe WhatsApp, et il est en train de monter une organisation des locataires. Et évidemment, il est fier, il dit, regardez, à cause de vous, je me suis mis. Et évidemment, je l'ai félicité, parce que pour moi, c'est une grande fierté. Je ne l'imaginais pas du tout. Si vous voulez, à la limite, ne rien faire dans ce domaine-là, c'est pas grave, c'est son choix, c'est pas le mien. Mais là, j'étais fière de lui et je lui ai dit. Voilà sur la question de la transmission. C'est les modèles inspirants et comment, du coup, on fait. Alors, je vais continuer le débat, mais juste une petite précision. Moi, je peux être un petit dictateur avec le temps. Hein. Je suis très sévère avec le temps. Donc, si moi, je vous donne la parole, soyez vraiment très bref, sinon, je suis un peu dictateur. Mais bon, en attendant, est-ce qu'on peut changer de place? Parce que je veux bien rester à côté des aînés. Ils sont très sages, je vais rester à côté d'eux. Très bien. On va continuer avec vous, monsieur Mohamed. J'ai beaucoup lu sur vous. Vous êtes une personne très engagée dans les quartiers populaires et tout. Par rapport à la transmission, c'est quoi, vous, votre position? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour commencer, déjà, merci beaucoup de l'invitation. Merci à Kena TV, à tous ceux qui ont pu construire un peu ces 2 jours-là au niveau des débats et surtout qui est axé plus au niveau de la jeunesse. Et ça, c'est important parce que malheureusement, souvent, c'est ceux qu'on arrive à toucher le moins. Et pourtant, c'est, comme dirait l'autre, c'est quand même l'avenir. Et je pense que quand on parle de transmission, si on ne donne pas quelques outils de transmission, si on ne passe pas le bâton, on va continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre actuellement, quoi. Et la transmission, pour moi, elle est importante parce que moi, je suis dans un quartier
qui s'appelle Montfermeil, avec Tarek, qui est là. On était voisins, on jouait au foot, mais on parlait très peu de la question de militantisme, parce qu'il était baigné bien avant moi, et moi j'étais plutôt local, chez moi, où j'étais plutôt sur le tissu associatif au niveau sportif, dans un club de foot. Dans le club de foot, on a joué ensemble. Et ce qui a fait prendre conscience quand même, c'est que j'avais des oncles qui étaient plus grands que moi, qui ont commencé à parler à l'époque de la marche pour l'égalité contre le racisme. Moi, à cette époque-là, j'avais que 16 ans. Mais on avait des aînés qui, clairement, eux, parlaient de tout ça. Et ce qui m'a fait prendre conscience aussi, c'est ce que j'ai vécu, et on parle très peu de ça dans les quartiers, c'est toute la drogue dure qui est arrivée dans les quartiers, juste après 83, et qui est venue casser le socle familial, qui permettait justement aux aînés qui étaient là pour transmettre aux plus jeunes cette disparité. Et donc ça aussi, ça m'a marqué, et je me suis dit clairement, et là où je me suis vraiment engagé, c'est après la mort de Ziad Bouna en 2005, à Clichy-sous-Bois, où là, malheureusement, non pas parce qu'on a voulu être, c'est juste parce qu'on était impliqués. Moi, j'étais éducateur de rue. Ces deux petits, je les connaissais, je les croisais, je leur disais bonjour. Et finalement, ils ont disparu. Et ils sont peut-être morts pour rien comme d'autres. Et les histoires nous le rappellent. Le nombre de morts qui sont morts, et ça continue. Je veux dire, donc la situation, pour moi, est plus que grave. Donc la transmission, elle est importante de ce que disait Tarek, de ce que disait Zouina. Enfin, tout ce qu'on dit, ce qu'ils ont été dit, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y en a qui pensent que les choses, on les a acquis par miracle. Et je ne vais pas parler des luttes. Il y a eu les femmes, ils ont attendu 50 ans pour pouvoir avoir le droit de vote et ainsi de suite. Je veux dire, tout ça, c'est parce qu'il y a des combats. Il y a des gens qui luttent sur ces choses-là. Et la différence que nous, en tant qu'habitants dans ces quartiers, on n'est pas traité de la même manière en termes d'égalité et de justice sociale. Et on est traité d'une manière à part. Et il est important qu'on comprenne, honnêtement, que vu la situation, en partant de ce qu'on part des années 83 jusqu'à maintenant, je m'aperçois que la situation elle a très peu évolué, si ce n'est que c'est beaucoup plus grave même. Si ce n'est qu'aujourd'hui, quand nous, on parlait des violences policières, on avait l'impression qu'on était seuls dans notre combat. Il a fallu qu'il y ait eu la question des gilets jaunes pour qu'une catégorie de population soit touchée, pour qu'elle comprenne la question. 2005, on a eu le droit à un état d'urgence. Vous vous souvenez ? L'état d'urgence, il a existé 2 fois. La première fois, c'est la guerre d'Algérie. Il y a eu aussi en Calédonie, il y a eu un état d'urgence. Et la 3e fois, elle s'est décrétée quand il y a eu les révoltes sociales en 2005. Là où c'est très grave, c'est que personne, en termes d'opinion publique, ne s'est offusqué de ce qui venait de se passer, comme les violences policières, ainsi de suite. Jusqu'à 10 ans après, tout le monde a été concerné par l'état d'urgence. Et ça, si à un moment ou l'autre on ne transmet pas, si la jeunesse aujourd'hui, elle ne comprend pas qu'aujourd'hui, elle est pointée du doigt, on est en train de la criminaliser, une catégorie de jeunes. Certains sont assez bien lotis, mais l'essentiel, c'est aussi de parler de celles qui aujourd'hui vivent les discriminations, vivent celles qu'on pointe du doigt, celles qu'on regarde différemment, celles qu'on peut traiter aujourd'hui, qu'on arrive à mettre dans une catégorie où on expliquerait qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, on serait peut-être éventuellement tous des terroristes potentiels, qu'on nous sort des lois très graves, comme la loi du séparatisme. La loi du séparatisme, et le séparatisme, il existe quand, dans ces quartiers, la République, elle n'est plus là. Quand les services publics ne sont plus présents dans ces territoires. Quand on n'a plus le droit à l'école, avec des professeurs qui sont les plus aguerris, quand on n'arrive plus à se soigner, quand on n'arrive plus à se loger correctement, quand aujourd'hui, on n'a pas une police qui devrait être à la hauteur pour protéger ses habitants, et que cette jeunesse, elle, on continue à lui parler, et on la pointe du doigt mal. Moi, ce que je veux, c'est dire simplement à cette jeunesse qu'on lui parle un peu plus d'amour, qu'on lui dit que qu'on veut et qu'on ne veut pas, c'est l'avenir de cette France et qu'on a besoin d'elle. Et qu'il faut absolument que ces jeunes comprennent que derrière, s'ils veulent absolument se faire respecter, il faut qu'ils agissent, sinon ils subiront. D'accord, merci beaucoup. Et je ne sais pas, les jeunes, oui, c'est bien, hein, vous pouvez applaudir. Hein.
Je ne sais pas si les jeunes ont constaté que Tarek les a un peu taclés. Hein. Dit que voilà, ils sont là sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner la parole après, vous allez répondre à Tarek. Donc, préparez bien vos questions. Mais en attendant, on va continuer parce qu'on veut vraiment comprendre des actions concrètes que vous aimeriez réaliser ou d'ailleurs que vous avez déjà réalisées, que vous avez mises en place à travers vos différentes associations, à travers vos différents engagements. Et j'aimerais commencer par vous, Zouina. Vous êtes une femme qui est très engagée dans les quartiers populaires, surtout auprès des femmes qui, selon vous, jouent un rôle très important. Donc, j'aimerais savoir comment elles peuvent être des leviers importants pour la transmission surtout. Donc, nous mettons l'accent sur cette question de la transmission. Comment les femmes des quartiers populaires, comment elles peuvent être des leviers importants pour la transmission des valeurs des luttes dans les quartiers populaires. C'est bon. Elles le sont déjà, en fait. Elles l'ont toujours été. Déjà, on va commencer par reposer ce constat. Même si elles sont toujours invisibilisées, parce qu'on ne parle jamais d'elles. Pourquoi mais ça, il faut interroger tous ceux qui ont le pouvoir de parler, de prendre la parole, de raconter. Notre problème à nous, c'est qu'on ne raconte pas suffisamment, c'est qu'on n'écrit pas. C'est que, voilà, donc mais parce que quand on est engagé dans, voilà, ça prend du temps. Donc, il existe, voilà, c'est à travers ces portraits qu'on a vus, à travers les expos, à travers... ça, c'est important. Ce que vous faites, là, c'est important. Ça permet de raconter, ça permet de transmettre, ça permet de donner à voir ce qui existe déjà. Donc, les femmes, elles sont actives dans tous les quartiers, dans tous les domaines. Elles agissent sur toutes les questions du quotidien. On n'en parle pas, mais moi, dans un quartier... voilà, qu'il y a un souci, par exemple, prenons l'école. Il y a un problème, il y a une fermeture de classe. Que vont faire les enseignants, le directeur d'école ou autres? Ils vont s'adresser aux habitants. Qui sont les premières personnes qui vont arriver pour organiser un sitting et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fermeture de classe? Vous allez trouver les mères de famille en premier. C'est un engagement, ça. C'est un engagement. Vous allez les trouver en premier parce qu'effectivement, il n'est pas question qu'on ferme une classe par rapport à leurs enfants, parce que qu'est-ce qu'on fera d'eux demain? Et la plupart du temps, c'est dans les quartiers populaires que ça se passe. Hein. Quand il y a des suppressions de classes, ce n'est pas dans les beaux quartiers, c'est là où on se fout complètement de la population. C'est ça la difficulté. Donc dans ce domaine-là, mais dans plein d'autres, quand vous regardez ici, il y a plein d'associations. Qui sont les acteurs de ces associations? Vous allez au Petit Bar, Espoir 34, aujourd'hui le local. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui se sont mises debout, qui se sont organisées pour faire en sorte, effectivement, que les conditions de vie faites aux habitants de ces quartiers soient le moins pire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, vu le contexte politique et la crise dans laquelle on parle de moins pire. On ne parle pas d'avoir un avenir meilleur. On essaye de faire en sorte que ce ne soit pas dramatique pour les enfants, pour leur donner un peu d'espoir, les accompagner, faire en sorte qu'ils puissent effectivement poursuivre. Donc pour moi, la transmission, elle se fait naturellement, tout le temps, par leur acte, par leur engagement, par ce qu'elles proposent, parce qu'on voit d'elles, parce qu'on raconte d'elles, parce qu'elles mènent comme combat, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Vous pouvez donner le micro à M. Tar. M. Tar, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, je vous rafraîchis peut-être la mémoire, ou si vous ne vous souvenez pas trop de moi. Juste avant les présidentielles de 2022, là, on était chez vous à l'UNEL. On a discuté avec les jeunes de l'engagement politique de la jeunesse en période électorale et tout. Et aujourd'hui, il est question de la transmission en tant qu'éducateur, animateur dans le secteur de l'éducation, l'animation avec les jeunes citoyens. Quelles sont les actions que vous mettez en place au sein de votre structure pour justement accompagner cette transmission-là? Vous m'avez incité à parler de cette expérience, en fait, si je comprends bien. Oui, brièvement. C'est une très très belle expérience. C'était une très très belle expérience. Et alors je vais le dire, mais je sais que j'ai des amis ici qui n'aiment pas trop que je sorte ce mot. Je ne sais pas s'ils le partagent, les collègues. Pour moi, ce qui est très très important de faire à travers nos actions, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. Alors c'est vrai que c'était un mot qui remonte d'après-guerre, mais pour moi, une action d'éducation populaire, elle peut être valable pour nos jeunes, mais aussi pour les adultes que nous sommes.
La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dépassé par là, avec cette nouvelle génération, comme je disais, les multimédias et tout ça. Mais l'éducation populaire, c'est important, c'est d'amener aussi nos jeunes à cette curiosité. Parce qu'on sait très bien que, on le sait tous, que la politique et nos jeunes, il y a un fossé énorme. Et donc, à travers cette expérience-là qu'on a vécue ensemble, notamment avec les jeunes de l'UNEL, mais aussi les jeunes de Montpellier, ben, ça leur a permis de confronter leurs idées, les questionnements, et interpeller les politiques. C'est important aussi d'interpeller les politiques. Et leur montrer aussi qu'ils ont aussi cette capacité à interpeller les politiques. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. C'est une façon aussi de dire, tiens, ben, le jeune, moi je sais qu'on en a discuté après, on me dit, ah, c'était génial, on a pu avoir un député en face de nous, on lui a posé des questions, il y a eu de la considération, il y a eu de la bienveillance et compagnie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai que c'est des exemples qui vont permettre à notre jeunesse de se projeter vers l'avant. Et je m'arrête là. Ah, c'est très bien. Il faut que tout le monde prenne exemple sur Tahar. Hein, il faut être vraiment bref comme ça. C'est très bien. Oui, oui. Félicitations d'avoir respecté les consignes. On va continuer. Et maintenant, je vais poser la question à monsieur Tarek. On vous connaît. Hein, j'ai beaucoup fait des recherches sur vous, votre engagement dans les quartiers populaires. Au sein de votre association, Caravane des quartiers, où vous vous déplacez un peu partout pour transmettre des messages. Au-delà de ce que moi je connais, je pense qu'on est nombreux ici à ne pas savoir toutes vos actions dans ce sens de transmission. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager les actions que vous avez réalisées pour justement transmettre les idéaux de justice sociale à la jeunesse? Ouais, j'ai l'impression que les trucs de transmission, tout ça, c'est devenu des mots magiques. Après, on ne sait plus ce que ça veut dire en fait. Mais en fait, on n'est pas. Les gens, ils ont marché pour combattre des injustices. Les gens, ils se sont battus. Ce que vous avez vu tout à l'heure, Mohamed aussi, vous avez vu Fik, vous avez vu Leïla Ben Sharif. Les gens se sont levés parce qu'ils n'acceptaient pas le sort qu'on leur réservait à eux, à leur famille, à un certain nombre de gens. Et transmettre, c'est quoi? En fait, c'est se battre, en fait. C'est transmettre le fait de se battre contre des injustices que des gens estiment inacceptables. Donc, on ne va pas aller loin dans les trucs généraux, on va parler de la ville d'ici. On est à Montpellier, d'accord? On est à Montpellier. Et à Montpellier, il y a une petite histoire, qui n'est pas très très grande, il y a une petite histoire des quartiers de Montpellier. Il n'y a pas 150 quartiers, il n'y a pas 150 histoires, où les gens se sont levés et ils ont été plus loin, pas parce que c'est des Arabes, pas parce que c'est des Noirs, pas parce que c'est des femmes, se sont levés pour dire « nous n'acceptons pas le diktat de la nomenclature de Montpellier. Nous n'acceptons pas le diktat des gens qui sont en haut et qui se permettent de faire tout et n'importe quoi contre les gens. » Et ça, je pense que c'est la meilleure des choses à transmettre aux gens de Montpellier, qui reprennent exemple sur ça pour la paillette ou pour ailleurs. Parce que nous, on constate, comme disait mon collègue qui est là-bas, là, qui me regarde avec son œil noir, là, Hamza, et on constate qu'il y a un développement séparé des quartiers. C'est un constat qu'on fait. Et on veut dire aux gens, c'est pas normal. C'est pas normal. On accepte ça, on va dire, ouais... Voilà, il faut aller haute vers la mer, tout ça, Odysséum, Antigone, machin, la comédie, tout ça, machin. Mais tous ces investissements, pourquoi? Là-bas, c'est pour l'image du quartier ou c'est pour les populations qui habitent? Pourquoi les populations de la Paillade, du Petit Bar, de Cévennes, de Paul Valéry et d'ailleurs, ils n'ont pas le même... Et si tu ne le fais pas, eh ben, c'est une manière de transmettre. Déjà, rien que parler avec des gens, tu sais, leur dire « je transmets à la mairie que c'est pas normal votre politique. » Tu vois, je transmets ici que c'est pas normal. Donc, le point de départ, c'est celui-là. Et après, c'est la liberté de chacun de nous de dire « est-ce qu'on fait un pas, on fait quelque chose, ou on ne le fait pas ?» Mais il ne faut pas se mentir. C'est difficile. Pourquoi? Bon, nous, on fait des trucs, là, de transmission, enfin, des trucs. Je les appelle des trucs parce que pour les autres, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Tu vois, par exemple, l'expo là-haut, là, elle est très bien, on va me dire, ouais, c'est super, tout, vous avez fait un truc. Mais en vérité, en 10 ans, elle a été dans 15 endroits. Hein. En 10 ans, hein. 10 ans, depuis 2013 jusqu'à 2023.
Tu vois, elle a été dans 15 endroits. Tu vois, le truc qui est fait sur les portraits, c'est un truc qui a de la valeur en vérité. Il aura de la valeur dans 20 ans, moi je te le dis. Moi je prends date, puisqu'on est regardé et tout ça, bah, les trucs machin. C'est un truc qui aura de la valeur. Mais le problème, c'est qu'au moment, maintenant, il n'y a personne pour parier sur nous. Donc si nous, on ne parie pas sur nos jeunes, si nous, on ne parie pas sur vous, si nous, on ne parie pas sur nous, il n'y a personne qui le fait. Et le clientélisme ici, il a bouffé cette ville. Il a bouffé la ville de Montpellier. C'est ça qui explique aussi que les jeunes, on ne leur donne pas d'autres opportunités que d'être des clients. Et nous, on ne veut pas que vous soyez des clients. Nous, on veut que vous soyez des citoyens debout. Voilà. C'est ça la transmission. C'est pas autre chose. Merci beaucoup. Et avant de laisser la parole à Hope, je pense que Tarek a mentionné le nom de M. Hamza Arabe. Est-ce qu'on peut un peu applaudir pour M. Hamza aussi, s'il vous plaît? Parce qu'ils font un très bon boulot dans les quartiers populaires, donc je pense qu'ils méritent ça. Maintenant, Hope, tu peux continuer. D'accord. Donc oui, en fait, par rapport à Hamza également, Tarek, toi, tu as aidé Hamza également à fonder la caravane des quartiers, c'est ça? Je n'ai pas aidé, c'est lui qui m'a aidé. Et donc c'était un peu dans l'idée de la discussion et ça fait partie d'une de tes actions également pour aider à la transmission, mais également pour donner une voix aux jeunes et aussi aux aînés des quartiers. La vérité, tu sais, on ne va pas faire Jean Zahmat, on est dans un plateau de télévision, on va parler normal, tu vois. On fait avec les moyens du bord, on fait avec 3 fois rien en vérité. On discute, on se prend la tête, on s'embrouille, tout. On dit on va le faire, tu vois, parce qu'il n'y a personne qui veut le faire. Il y a des gens qui ont les moyens ici. On est à la Paillade quand même. On a un super lieu ici. Le théâtre Jean Villard, tout, ça peut être utilisé de X manière. On a à côté la maison pour tous, Léo Lagrange. On a des moyens. Il y a des associations qui existent, des grosses associations qui ont des gros moyens. Mais merde, pourquoi elles ne font pas ce qu'on fait, nous? Pourquoi elles ne font pas ce que vous faites, vous? Vous l'avez fait, je sais, avec les moyens avec lesquels et tout ça. Donc, c'est le rôle, tu parlais d'éducation populaire, tard. Mais moi, j'aime bien pas attaquer les gens, c'est pas ça. C'est mettre le doigt là où ça tient, où il y a problème, pour améliorer les choses. Moi, je suis pas méchant comme gars, tu vois. Je suis pas méchant, tu vois. Je suis pas dans l'état d'esprit de revanche ou de haine envers qui que ce soit. C'est pas le problème. Mais on peut pas se satisfaire du statu quo. Nous, on veut une alternative sur les quartiers. Nous, on veut que les quartiers changent. On veut qu'ils changent. On veut que la police, elle change. On ne veut pas qu'ils viennent et qu'ils vous mettent à 5 devant le mur et qu'ils vous fouillent et qui même vos parties génitales. Sauf votre respect, tu vois, machin. On ne veut pas que ça arrive à des trucs comme ça. Donc, on tire la sonnette d'alarme avec les moyens qu'on a. Des fois, on fait n'importe quoi. Et tout à l'heure, qui disait, bon, on est un peu artistique. Des fois, c'est vrai, c'est la vérité, tu vois. Mais c'est ça. Le but de la transmission, c'est de vous transmettre un état d'esprit. C'est pas des dates, c'est pas 1815, machin, nanana. C'est un état d'esprit. L'état d'esprit, on peut le retrouver là. Mohamed, il a parlé tout à l'heure. Bon, regarde, on se connaissait, on était du bâtiment à côté, on jouait au foot ensemble. Il est un peu plus jeune que moi. Je connaissais son père, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme. Il était arbitre de touche pour moi, tu vois. Donc, mais le hasard de la vie, après qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est croisés dans ce quartier, moi j'ai déménagé, et on s'est croisés beaucoup plus tard et tout ça. Il y a des trucs communs entre nous. Le commun, c'est quoi? C'est le feeling, comme ils disent les jeunes, tout, pour parler un peu jeune, tout. C'est le feeling. C'est dire, je n'accepte pas cette vie. Je n'accepte pas de vivre à genoux. J'accepte pas ça. Et on peut me dire tout ce qu'on veut. Oui, les institutions sont plus fortes. Oui, l'argent est plus fort. Oui, la beauté, c'est mieux que la laideur. Oui. Et alors? On ne peut rien faire, nous. Nous, on ne peut pas. Nous, on n'a pas ce droit-là, on n'a pas cette possibilité-là. Et la période qu'on vit aujourd'hui, c'est celle-là. Qu'on prenne qui voudra. C'est comme ça. On nous demande aujourd'hui de nous taire. Moi, on n'est pas des... On peut... Je veux dire, même les muets, ils parlent, tu vois. Donc, on n'accepte pas ça. C'est pas les autres. C'est pas... Ils vont pas faire... Genre, la loi, elle dit... Il n'y a pas... La loi, il n'y a pas l'égalité ou rien. C'est ça que les gens ils disent. L'égalité ou rien. Le terme pas de justice, pas de paix, ça veut dire ça. Ça veut dire ici ou n'importe où. Dans le monde entier, c'est comme ça. Si les gens, il n'y a pas de justice, je ne vois pas pourquoi je vais me taire. Mandela, il ne s'est pas tu. Bon. Merci Tarek. Justement, en parlant de feeling et en parlant de Mohamed, on va laisser la parole à Mohamed. Et justement, Mohamed, quelles actions as-tu pu mettre en place pour mettre en avant cette idée de la transmission?
En fait, la transmission, on n'a fait que de continuer à transmettre ce que d'autres ont fait. Voilà, ce que je disais, moi je parle souvent de la question du MIB, la double peine. Moi, ça me parlait vaguement. C'est juste qu'une fois qu'on s'intéresse réellement à ce qui s'est passé, en fait, c'est pas qu'il n'y a rien. Il y a quand même des traces. Et on n'est pas venu ici pour faire la morale à qui que ce soit. Hein. On n'a pas cette prétention-là. On n'est ni les porte-paroles de milliers de militants qui militent dans les quartiers, qui sont invisibles, mais qui font des choses. Donc on est juste là pour dire qu'on est des porte-voix, parce que là, aujourd'hui, on a la tribune, comme des fois on l'a ailleurs. Bah, c'est juste d'honorer tous ceux qui se battent et qui restent debout pour lutter contre les injustices. Et des injustices, il y en a plein partout. Il y a des gens qui se battent contre la rénovation urbaine parce qu'ils ne sont pas d'accord avec des projets qui sont imposés. Il y a des gens qui se battent tout simplement pour que leurs écoles elles soient réparées, qu'ils ont les meilleurs professeurs, que quand un prof est absent, il soit remplacé tout de suite et qu'on ne met pas 6 mois à le remplacer. Il y a des gens qui se battent pour leur santé, parce que c'est un vrai déficit. Il y a des gens qui se battent, comme on disait tout à l'heure, qui demandent aussi qu'ils soient protégés, qu'ils ne se font pas maltraiter. Je veux dire, il y a des gens qui se battent parce qu'en gros, bah, ils ont étudié et qui méritent qu'on les regarde différemment et qu'on ne les regarde pas parce qu'ils ont une couleur de peau, parce qu'ils viennent dans un quartier qui a fait parler de lui, qui finalement ne le permet pas de le reconnaître avec ses compétences. Donc c'est tout ça, en fait, cette question de transmission. C'est comment aujourd'hui on arrive tout simplement à ce qu'on réveille des consciences. Et réveiller des consciences, bah, c'est à travers de faire rencontrer des personnes qui, clairement, peuvent raconter une histoire. Et raconter cette histoire, c'est comment vous prenez la suite de cette histoire à votre époque et vous faites en sorte que, comme nous on essaye de faire, pour limiter la casse, limiter ces injustices, ben vous continuez à prendre en main ce chemin-là pour dire nous on ne veut plus de ça. Souvenez-vous, on disait souvent nos parents, ils ne voulaient pas faire de bruit ou ainsi de suite. Ils faisaient du bruit à leur manière, simplement on ne voulait pas les reconnaître. Ensuite, nous, on est les générations qui sont arrivées en disant ben, nous on a peut-être plus d'outils. Et ben, nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est que cette génération, et je sais qu'elle est franchement formidable, parce qu'aujourd'hui, elle est en capacité d'être créative et ainsi de suite, mais qu'elle doit s'intéresser à toutes ces luttes. Et qu'elle doit s'intéresser à... quand on parle de ces luttes, c'est parce que c'est eux qui vont être impactés. Et ils sont impactés, et regardez bien, je veux dire, quand aujourd'hui ils sont sur la question de l'emploi, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ben, malheureusement, le taux de chômage, il explose dans ces quartiers. Est-ce que c'est normal? Ben non. Il n'y a pas de raison que ça doit exploser. Quand vous cherchez des stages, ben, malheureusement, ben, vous êtes impacté. Quand, c'est pas à vous que je vais le dire, hein, aujourd'hui, vous êtes obligé de pouvoir faire des services civiques pour pouvoir peut-être, à un moment ou l'autre, de mieux comprendre ou d'être citoyen. Mais nous aussi, on demande qu'une chose, c'est que cette citoyenneté, elle puisse aussi être valorisée de la même manière que les autres. Ce qu'on demande, c'est... Nos vies, elles ne valent pas moins que les autres. Elles valent autant que les autres. Et ce qui est important, c'est comment on fait. Vous m'avez demandé comment je fais. Je veux dire, à travers le collectif Assez le Feu, nous, on a essayé de réveiller des consciences, y compris politiquement. Parce que, comme disait un sociologue, exister, c'est exister politiquement aussi. Je veux dire, et nous, on en a eu marre à un moment ou à l'autre d'être spectateurs de tout ça. Donc, on a commencé à faire une campagne d'inscription sur le électoral pour dire aux jeunes, ouais, d'accord, on peut se plaindre, mais on a aussi une solution dans les mains. On a la possibilité d'aller voter. Nos parents, qui paient des impôts, n'ont pas le droit. À travers nous, qui sommes français, on peut les faire exister. Donc, c'est aussi une manière, à un moment ou à un autre, de prendre son destin en main. Donc, on a fait des campagnes d'inscription. Ensuite, on s'est engagé politiquement. On a organisé, avec des jeunes, un projet qui s'appelait Passeport Citoyen. C'est comment on fait comprendre aux jeunes qui fait quoi, et quel impact ça a aussi sur sa vie. Et ça, c'est important, je veux dire. Voilà. Après, encore une fois, je veux dire, sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, il suffit d'aller, puisque beaucoup sont sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, il suffit d'aller s'intéresser honnêtement à toutes les histoires qu'on vous raconte. Et c'est comment vous prenez ces histoires-là, et comment, à votre manière, vous continuez à les mener pour qu'on continue à lutter contre ces injustices, quoi.
Merci Mohamed. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je pense qu'on va essayer de directement poser les questions aux jeunes, juste avant que cette émission se clôture. Si des jeunes ont des questions. Oui, jeunes et adultes, si vous avez des questions, après... Tiens, il y a une âme. On va commencer par la jeunesse. Bonsoir à tous. En fait, je voulais avoir les avis des personnes qui sont là. La question c'était, avez-vous observé dans la manière dont différentes cultures transmettent leurs valeurs aux jeunes générations dans les quartiers populaires? Et je voulais savoir ce que vous avez remarqué par rapport aux transmissions des jeunes qui sont dans les quartiers populaires et lesquels avez-vous remarqué? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Je vais prendre juste un exemple. Moi, cet après-midi, je sors d'une réunion pour attaquer la rencontre de ce soir. Il se trouve que dans cette réunion, il y avait un élu. Moi, ça fait 30 ans que je suis sur les quartiers prioritaires, plus de 30 ans. Il se trouve que j'avais un jeune qui faisait partie d'un dispositif que j'appelais, moi, Action Jeune dans le temps, il y a 30 ans de ça. Et c'était un jeune... moi, tous les jeunes que j'avais dans ce dispositif-là, c'était les moins que rien, c'était les derniers de la classe, c'était les bougnoules du quartier, c'était tout ça. Il se trouve que ce jeune-là, aujourd'hui, il est élu à la politique de la ville. Il fait partie aussi des acteurs. Moi, je pense que c'est important aussi de le rappeler, ça. Hein. Très important de le rappeler. Et je pense que ce que vous avez pu faire, ce que nous avons pu faire tous ensemble, ça, je pense qu'il faut le rappeler aussi. Je pense que c'est très important de le rappeler, de dire que, et notamment pour permettre à notre jeunesse de se projeter, que les choses sont possibles. Moi, j'ai des jeunes qu'on a traités de bougnoules, vous êtes des moins que rien, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai des jeunes qui sont en banque en Suisse, j'ai des avocats, nous avons... Et je pense que c'est important aussi de le rappeler. Ça leur permettra aussi peut-être de se dire, ben, les choses sont possibles. Même si j'habite dans un quartier, les choses sont possibles. Par contre, moi, l'élu, à la fin, quand on a fini la réunion, je suis allé le voir. N'oublie pas d'où tu viens. Parce que tous ces gens-là qui ont eu un tremplin assez compliqué, c'est important aussi qu'ils soient dans cette transmission. Puisqu'on parle de transmission, je pense que cette transmission, c'est important qu'il y ait des gens comme Mohamed, Tariq et Zouina, mais aussi qu'il y ait des personnes, entre guillemets, qui ont réussi. C'est important aussi qu'ils puissent revenir autour de ceux qui sont un petit peu en difficulté pour leur rappeler de ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça peut donner un moteur, une impulsion aux plus jeunes. D'accord, on va essayer de prendre quelques questions très rapidement parce que nous sommes vraiment pressés par le temps. Bonsoir. Moi, c'est pas une question, c'est pas grave. Oui, très rapidement, c'est pas grave. Oui. Très rapidement, c'est dur. Moi, transmission, j'ai eu envie, quand j'ai eu des enfants, j'ai eu, je sais pas si j'ai eu raison, j'ai dit, tiens, je vais leur donner tout ce que j'ai pas eu. Et dans tout ce que j'ai pas eu, je me suis dit, mes parents, ils m'ont pas transmis l'essentiel. Ils m'ont transmis des valeurs, comme ils demandaient le jeune, tout ça. Ils m'ont appris à partager, ça. Et après, je me suis rendu compte que l'essentiel, en vérité, comme moi, je suis d'origine algérienne, il y a un petit peu la culture du non-dit. L'essentiel, ce que je voulais comprendre, eh ben, c'était difficilement transmissible. Parce qu'on a du mal à raconter la douleur qu'on nous a infligée. On a du mal à raconter qu'on a souffert. C'est pas facile à faire, surtout à ses propres enfants. Donc moi, j'ai envie de transmettre, mais en étant lucide. J'en ai marre qu'on parle de quartier populaire. Parce qu'on se ment. Comme par exemple, mes parents m'ont menti quand ils ont dit « Oui, ça va, alhamdoulilah, tout va bien, travaille bien à l'école, t'occupe pas de ça. » Ils m'ont jamais dit qu'ils étaient blessés à l'intérieur. C'est pas un quartier populaire, c'est des quartiers pauvres. Faut appeler un chat, c'est des quartiers dégueulasses. C'est des quartiers qui sont frappés, comme il a dit Tarek, de
non-assistance à personne en danger, non-intérêt pour les politiques. C'est pas normal que dans une même ville, bon, moi je suis pas de Montpellier, mais c'est pas normal que dans une même ville, vous prenez le tramway à la Paillade et vous arrivez je sais pas, à la Comédie, tout ça, vous dites même, c'est pas possible que ce soit le même législateur qui s'occupe du même territoire. Moi je dis souvent, le quartier populaire, dans un appartement, c'est les chiottes. À la limite, et encore. Normalement, le législateur, il doit s'occuper de tous les mètres carrés qui constituent la ville de la même manière, avec le même intérêt, avec la même préoccupation. S'il veut faire du beau, il fait du beau sur l'ensemble de tous les mètres carrés. C'est ça. Et après, la transmission, j'ai l'impression qu'on s'est fabriqué nous-mêmes une injonction, genre, on doit transmettre, je termine. C'est comme, je termine. J'ai l'impression avec la transmission, je suis confronté au même problème que quand on nous a dit intégration, assimilation. On nous casse la tête et là, la transmission, on se casse la tête nous-mêmes. Alors comme il l'a dit très justement Tarek, la transmission, c'est juste, je discute avec toi, je te donne mon avis sur une chose, bah, je te transmets quelque chose. Par exemple, et la transmission, on n'en est pas nous. Il ne faut pas que nous, on en soit les responsables. C'est parce que nos histoires ou les histoires des quartiers, elles n'intéressent pas, pas ceux qui ont mis les quartiers dans cet état et qui devraient le mettre dans le livre. C'est eux les responsables de la transmission. Ce n'est pas normal que Hamza, dans une ville comme Montpellier, il ne soit pas connu. S'il avait été champion de ping-pong, tout le monde aurait dit « Ouais, je peux faire un selfie avec toi ». Alors qu'il a mené une révolte politiquement, il a fait mieux qu'un... Bon, j'arrête parce qu'il fait des grimaces. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que... Qui veut... Ok, d'accord. Là-bas, Naël, il y a d'autres questions là-bas. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la mort de Naël et la révolte qu'il y a eu, voilà, la colère qu'il y a eu dans les quartiers et la révolte. C'était des révoltes de jeunes, de très jeunes. La moyenne d'âge, c'était 17 ans. Il y a des gamins de 12 ans. Et on a le sentiment que c'est justement, il n'y a pas eu de transmission par rapport à cette colère. Que quelque part, ils sont partis... il y a eu des... en fait, ils sont attaqués des fois à des biens qui leur étaient utiles. Et il y a eu une répression énorme. Il y a eu des peines de prison lourdes, comme jamais. Je veux dire, c'était... Et ces sanctions, qui est-ce qui s'est élevé contre les sanctions de cette jeunesse? On a essayé de faire en sorte que les jeunes qui s'étaient révoltés à ce moment-là, ils ne puissent plus jamais relever la tête. Et qu'est-ce qu'on en fait? Merci beaucoup. Oui. Oui, allez-y. Pardon, est-ce que vous pouvez répondre chacun dans 1 minute, s'il vous plaît? 1 minute. C'est trop, c'est beaucoup trop. 30 secondes dans ce cas. Allez-y. Allez-y. Non, mais les histoires, elles se répètent. En 2005, c'était la même chose. En 2005, je suis désolé, en gros, on est un réservoir de coupables. Il y a des politiques qui ont été choisis à notre place. On ne nous a pas mis autour de cette table. Quand ça ne fonctionne pas, c'est de notre faute. Et souvenez-vous, déjà à l'époque, en 2005, et malgré qu'on, dans les quartiers, cette jeunesse, elle a exprimé son malaise, c'est-à-dire c'est une sorte de suicide collectif, pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a préféré tourner le regard en disant que la seule manière de calmer ces populations, c'est la répression. Et on a commencé à trouver effectivement des excuses. Rappelez-vous, c'était la polygamie, démission des parents, et ainsi de suite. Quand est-ce que le politique qui décide dans ces territoires de mener des politiques publiques ne se remet pas en question en disant qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on en est arrivé là? Alors, vous me parlez de Naël. Effectivement, il y a eu, pendant 5 jours, une révolte de plus jeunes, dont certains sont les fils de ceux qui étaient en 2005 en train de crier haut et fort leur colère, en disant que les choses, elles n'ont peut-être pas beaucoup évolué. Et bien, même chose, c'est-à-dire qu'on essaie encore une fois de retrouver des responsables, c'est les parents qui ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants, ainsi de suite. En fait, c'est trop facile tout ça, je veux dire. Mais encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tant qu'on continuera à criminaliser cette jeunesse, et je vous l'ai dit, tant qu'on ne la regardera pas différemment, tant qu'on n'essaiera pas de la comprendre, ils continueront à être le réservoir de coupables.
Et là où le bas blesse, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en 2005, on nous impose un état, comment on appelle ça, un état d'urgence. Quand cette population qui vit dans ces quartiers parlait des violences policières et que personne n'a voulu la croire, si ce n'est que le jour où ils ont été touchés, que l'opinion publique s'est offusquée. Et bien là, c'est pareil, je veux dire. Il faut que l'opinion publique, à un moment ou à un autre, elle ne soit pas d'accord avec ce qui se passe dans ces territoires-là. Et elle doit être solidaire et dire on n'est pas d'accord. Et elle ne doit pas attendre que ça lui arrive pour réagir. Voilà. Et ce qui est très grave, j'ai envie de finir parce qu'il y a quand même un sujet qu'on ne parle pas. Moi, je suis triste. Et si nous, on ne prend pas ce sujet à bras-le-corps, si on ne le politise pas, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'il y a des petits jeunes de 13 ans qui quittent le système scolaire, qui sont à la merci de certains dealers. Et le pire, c'est qu'ils sautent la vie de plus en plus jeunes. Et tant que c'est nos enfants, on s'en fout. Le jour où ça viendra aux enfants des autres, et nos responsables politiques, commenceront à dire c'est pas normal. Et bien là, c'est aussi pas normal ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe depuis ces 40 dernières années dans ces quartiers, si tout le monde ne s'en saisit pas, ce que nous vivons, chacun le subira. Et c'est ça la prise de conscience, et c'est ça aussi la transmission. Et cette transmission, elle ne doit pas être transmise qu'aux jeunes, elle doit être transmise à toute l'opinion publique qui doit prendre conscience des enjeux qui se jouent là. Merci beaucoup. Allez, 1 minute avant qu'on clôture. Top chrono. Est-ce que ton micro marche? Vérifie bien. Bon, tu peux prendre mon micro, il n'y a pas de souci. Rapidement, on parlait de transmission. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste dire que moi, quand j'étais jeune, je peux témoigner que la transmission elle a été faite. Notamment à travers Tarek, beaucoup Tarek. Zwina aussi, mais beaucoup Tarek. Elle s'est faite d'une manière... Moi, je pense que si on veut faire juste des conférences, et même si on veut aller sur les réseaux sociaux, soi-disant, pour faire la transmission, ça ne marchera pas. Moi, ce qui m'a permis de connaître aujourd'hui, je peux me permettre d'aller raconter l'histoire que je n'ai pas vécue, de la marche, de ce qu'il y a eu après la marche, de tout ça, c'est parce que, déjà, parce qu'on a sillonné Paris à pied, et il me raconte, il aime bien raconter, il sait raconter, il sait amener, etc. Mais c'est d'abord sur le champ de lutte. C'est-à-dire qu'on faisait des choses, on allait soutenir des familles dans différentes villes, et on regardait comment ça se passait. Et à chaque fois qu'on allait sur une situation, il expliquait notre situation similaire qui s'est passée dans les années 80 ou dans les années 90. Et la méthodologie, elle est toujours la même, d'un côté comme de l'autre. Donc, je pense que si... Et nous, à travers l'association Justice pour le Petit Bar, quand on avait une permanence, on avait cette manière de fonctionner dans laquelle on mettait à l'aise les gens pour dire qu'en fait, les premiers avocats, c'est d'abord vous. Nous, on peut juste vous donner des outils que d'autres nous ont donnés avant. Et en mettant à l'aise comme ça, déjà, ça désengorgeait la permanence parce que la fois d'après, quand ça leur arrivait, ils pouvaient eux-mêmes régler leurs problèmes. Et la deuxième chose, c'est que parfois, ils devenaient eux-mêmes bénévoles dans l'association parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent le faire. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée. La première fois, c'était peut-être il y a 13-14 ans, on était parti vers Aix-en-Provence, je ne sais pas si tu te rappelles. Tarek était invité à intervenir. Et donc, au dernier moment, il ne vient pas. Et c'est une autre personne, c'était Farid, qui vient. On se rejoint, donc on y va. Il y avait 400 personnes, il y avait du monde. Comment j'arrive? Une demi-heure avant, j'apprends l'organisateur, il vient me voir, il me dit « Apparemment, tu dois intervenir. » Parce que Tarek lui a dit « Il faut absolument qu'il intervienne. » Sauf que moi, j'ai toujours eu peur de prendre la parole. J'ai passé la demi-heure la plus horrible de ma vie. J'ai le ventre, c'était... Alors, j'essaye de trouver une astuce, comment dire « Je ne peux pas ». J'étais à la tribune, j'étais en train de me dire je vais aller faire semblant d'aller aux toilettes et je vais fuir. Tellement c'était. Hamza, on s'était dit 1 minute. Voilà. Hein. Pardon, c'était juste pour revenir sur la transmission. Okay. Je pense que la meilleure façon de transmettre, c'est de faire. Et que les leaders, parce que ce qui se passe beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui organisent des événements,
qui vont faire des choses et c'est le responsable, le patron qui vient s'asseoir, bien habillé, bien coiffé, bien parfumé, et c'est lui le... Alors que normalement, logiquement, la transmission, elle commence par là, c'est de donner la place aux plus jeunes, c'est de donner la confiance et donner des outils aux plus jeunes pour leur permettre d'être en confiance et de se dire qu'en fait, ils peuvent aller plus. L'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, les leaders, ils ne veulent pas que les autres ils aillent plus loin qu'eux. Objectif, normalement, on est censé accompagner pour que, si nous on est arrivé là, pour qu'eux ils aillent un peu plus loin. Donc voilà. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Allez, vous voyez, le débat, il est vraiment passionnant. Les jeunes ont envie de s'exprimer, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti n'est pas assez suffisant pour qu'on puisse parler de tout ça. On aura l'occasion d'organiser d'autres tables rondes pour en discuter un peu plus largement. On est obligé d'arrêter l'émission, donc nous sommes comme ça à la fin de cette émission. Merci quand même de nous avoir suivis. On était en direct sur la page Facebook de Kaina TV. Nous avons discuté de l'importance des luttes dans les quartiers populaires et surtout des moyens de transmission de cet esprit d'engagement auprès de la jeunesse. On profite très rapidement pour remercier nos invités. Merci à toi, Tara. Merci à Zouina. Merci à Tarek. Vous aussi, merci. Merci aussi à Monsieur Mohamed. Vous voyez, bon, je ne peux pas dire merci à tout le monde. Merci à... Bon, c'est Kaina TV, hein, c'est un média. C'est ça la famille à Kaina TV, donc voilà. Donc, elle va finir, je sais qu'elle va très bien finir comme une championne, donc ne vous inquiétez pas. Il faut que je remercie quand même les partenaires de Kaina TV. Nous remercions la Carmagnole, la Maison pour tous Louis Fayad, le Théâtre Jean Villa, Tactique Collectif, IM Média, la Caravane des quartiers, vous êtes tellement nombreux, la Préfecture de l'Hérault, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, la région Occitanie. Vous êtes nombreux. Je laisse Hope conclure, s'il vous plaît. Eh bien, merci beaucoup, Islam. C'est un peu la folie, c'est la fin. Ouais. Merci d'avoir co-animé avec moi cet échange. L'émission est à revoir en rediffusion sur Facebook, le Facebook de Kaina TV. Nous sommes également sur Instagram, sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Et puis, bien sûr que ça va vous intéresser. En attendant, on se retrouve demain à 18h pour discuter d'un autre thème, une autre thématique. Ah, moi, j'ai vu 18h. 15h, l'événement reprend à 15h. L'exposition est à 18h. On se revoit donc à 18h pour une autre table ronde sur la place des médias de quartier entre illusions et désillusions. Merci et à très vite. À très bientôt. Bye bye.